Hello, jour 15. Aujourd'hui, on va parler des membres du FOMC. J'espère que vous allez bien ce début de semaine. Début de semaine, pourquoi? Parce que, oui, on est mardi, mais hier c'était congé à Wall Street. Pour ceux qui ne le savent pas, donc hier c'était congé à Wall Street, hein, il y avait le Martin Luther King's Day. Bref, mais donc aujourd'hui on va parler des membres du FOMC. Pourquoi les membres du FOMC? Parce que c'est un sujet relativement important. Donc les membres du FOMC, c'est les membres du comité, du directoire, si je peux appeler ça comme ça, de la Fed qui est du coup la Banque centrale américaine. C'est important de connaître ces membres et de savoir du coup quelles sont leurs, comment je pourrais dire ça, leurs inclinations ou ce qu'ils ont tendance à dire, pour pouvoir ensuite euh, comprendre l'impact que ça va avoir sur les marchés financiers. Parce que vous vous imaginez bien que si l'un des responsables de la politique monétaire des États-Unis dit quelque chose dans les médias par rapport à la trajectoire de la politique monétaire, ça va avoir un impact du coup sur les anticipations des investisseurs concernant la trajectoire des taux et donc sur les marchés. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui aussi, c'est parce qu'aujourd'hui on a du coup Waller qui doit s'exprimer à 17h. Et puis on a plein d'autres responsables de la Fed qui doivent du coup prendre la parole cette semaine. Donc je pense que c'est le bon moment pour faire cette vidéo, pour que vous puissiez vous-même interpréter du coup les discours de ces responsables de politique monétaire et comprendre leur impact sur le marché. Donc on va aller sur l'ordi. Par quoi est-ce que je peux commencer? Parce que j'avais ouvert plusieurs pages. Donc il faut savoir, et je vais peut-être commencer, j'aime bien, par un petit schéma. J'aime toujours bien faire un petit schéma. Donc il faut savoir que la Fed, okay, donc la Réserve fédérale américaine, en réalité, en fait, c'est le regroupement de plusieurs banques centrales. Dans le sens où c'est pas une seule banque centrale, alors oui, c'est centralisé entre guillemets, mais disons que il y a 12 banques, 12 réserves fédérales, ok, donc en réalité il y a 12 Fed qui ensemble forment le système, et on devrait même plutôt parler non pas de la réserve fédérale, mais du système de la réserve fédérale. Okay, ces 12 banques, ces 12 réserves fédérales sont attribuées, donc il y en a une par district, parce qu'aux États-Unis, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 12 districts. Okay, désolé, c'est dur d'écrire avec la souris. 12 districts, d'accord. Pour chacune de ces réserves fédérales, il y a un directeur, ok, donc ce qu'on va appeler un président. Donc, par exemple, il y a le président de la Fed de New York, il y a le président de la Fed de Philadelphie, etc. Et, et voilà. Alors, parce que j'aime bien à chaque fois illustrer mes propos, si vous allez dans... Je sais qu'il y a une carte. Voilà, parfait. Donc ici, vous avez les 12 districts de la Réserve fédérale. Donc vous avez Boston, New York, Philadelphie, etc. Donc ça, c'est les 12 districts aux États-Unis. Et pour chacun d'entre eux, il y a une banque centrale qui est associée et du coup qui est chargée de tout un tas de missions. Si vous êtes vraiment intéressé d'en savoir plus à propos de tout ce système de la Réserve fédérale, vous allez donc sur Google, vous tapez Federal Reserve. Ok. Vous allez sur leur site. Et alors vous allez dans About the Fed. Et alors, il y a The Fed Explained. C'est un super... alors, du coup, vous allez, oui, sur Complete Publication, donc la publication complète. C'est un super PDF. Alors, il est long, 135 pages. Vous ne devez pas tout lire. La partie vraiment intéressante, c'est l'intro ici, donc Overview. Et The Tricky System Entities, ça aussi c'est intéressant. Et Conducting Monetary Policy. Ok, tout le reste, c'est secondaire, enfin... C'est vraiment ça la mission principale de la Réserve fédérale, ça c'est ses missions secondaires. Et je crois même que c'est écrit, hein, voilà, ça c'est les missions de la Banque centrale américaine. Donc conduire la politique monétaire nationale, et puis après stabilité du système financier, sécurité, etc. Mais vraiment ce sur quoi on se concentre pour les marchés financiers, c'est sa première mission. Donc, vous n'avez pas besoin de lire tout le dossier, mais ça peut être intéressant. Et alors du coup voilà, c'est ce que j'expliquais. En fait, la Réserve fédérale, c'est le système de la Réserve fédérale qui est constitué des 12 banques, donc des 12 banques fédérales, du comité, ça c'est celui qui va être chargé de prendre les décisions de politique monétaire, donc ça va être les membres votants, et alors on a le conseil des gouverneurs, ça c'est encore autre chose. Le conseil des gouverneurs, c'est 7 personnes, si je ne dis pas de bêtises, il faudrait que je vérifie. Bref, mais de tête, il me semble donc bah oui, je suis bête en fait, attendez. Federal Reserve Board,
Board members. Donc ça, voilà, c'est le conseil des gouverneurs. Donc effectivement, ils sont 7. Les 7 membres du conseil des gouverneurs. Bon, après les détails, nommés par le président, confirmés par le Sénat, blablabla. L'idée, c'est simplement de dire que le FOMC, donc le qui était écrit ici, je remonte, le Federal Open Market Committee, donc c'est le FOMC, ceux qui prennent, je rappelle, les décisions de politique monétaire, ils sont 12. Ok, ça veut dire qu'il y a 12 personnes seulement. Bon, après, là, on n'est pas là pour juger est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais il y a seulement 12 personnes, du coup, qui vont prendre les décisions de politique monétaire de tout le pays entier, de tous les États-Unis, et donc décider de est-ce qu'on augmente les taux d'intérêt, diminue, etc. Ces 12 personnes, c'est qui? Donc il y a les 7 membres du Conseil des gouverneurs, plus le président de la Réserve fédérale de New York, et 4 autres membres, 4 autres présidents d'autres banques, et alors ils tournent pour un mandat de 1 an. Okay, donc actuellement, les 7 membres du Conseil des gouverneurs, vous les avez ici. Alors pour trouver ça, ben, vous tapez... comment ils appellent ça en anglais? Board, ouais. Board of Governors, ok, voilà, et vous cliquez là, et vous l'avez ici, c'est la page que j'avais ouverte, ok. Et alors vous pouvez cliquer, alors vous voyez chacun quelle est sa tâche attribuée, mais vous pouvez simplement cliquer sur les noms. Donc ça c'est le président de la Fed, c'est Jérôme Powell, vous l'avez sûrement déjà vu, c'est le personnage le plus important de l'institution, ok. Ensuite après il y a tous les autres, qui sont du coup aussi des membres du Conseil des gouverneurs, et c'est intéressant ou plutôt important de savoir qu'ils existent. Pourquoi? Parce que de temps en temps, ils délivrent des discours. Par exemple, j'ai dit que cet après-midi, on a Waller. Ok, donc si je sors mon petit calendrier, tchac, qu'est-ce que vous voyez ici? FOMC member, Waller speaks. Ok, voilà, et donc il parle lors de Economic Policy Booking. Ok, bref. Il tient un discours cet après-midi et ça sera intéressant, surtout dans le contexte actuel, de voir ce qu'il va dire par rapport à la politique monétaire, s'il aborde le sujet. Donc ça c'est Waller, voilà, vous avez une jolie photo de lui, etc. Et donc comme ça, vous pouvez naviguer un peu sur les différents membres du Conseil des gouverneurs. Et alors on a aussi donc le FOMC en lui-même, ça je sais pas si... FOMC members, voilà. Donc les membres du FOMC, vous les avez ici. Et donc vous voyez qu'il y a les 7 membres du Conseil des gouverneurs, donc 1, 2, 3, 4, donc il y a Cook, il y a aussi Jefferson, Kugler et Waller, ok, donc ça fait 7. Et alors ensuite vous avez le président de la Fed de New York, donc que je dise pas de bêtises, oui voilà, Williams, et si je vois que c'est le vice-président, non c'est le président, ah oui mais du coup c'est le vice-président du FOMC. Bref, donc de New York. Et alors actuellement, ceux qui ont été élus pour cette année, c'est du coup ceux de la Fed de Chicago, Philadelphie, Minneapolis, Dallas. Et donc sur la carte, bah, vous voyez ici. Et quand vous cliquez, si vous voulez voir leur tête, sur la carte, si vous tapez du coup Federal Reserve Banks sur Google, vous allez tomber sur ça. Vous pouvez regarder par exemple qui est le président de la Fed de New York, c'est lui. Chicago, c'est lui, ok, c'est Goolsbee, etc. Et donc vous pouvez voir qui est attribué à chaque fois. Et comme ça vous pouvez, parce que ça peut, ce qui est intéressant aussi, c'est que seuls, et ça j'insiste là-dessus, seuls ces membres-ci, donc les membres du FOMC, votent pour les décisions de politique monétaire. Mais tous les présidents des banques nationales, enfin des banques, comment dire ça, des réserves fédérales, entre guillemets, des banques réserves fédérales des États-Unis, assistent aux réunions et donnent leur avis, etc. Et donc ça peut être intéressant de se dire, ah tiens, le président de la Fed de Richmond a fait un discours en public, donc Barkin, il a fait un discours, il a dit ci, il a dit ça, ok, mais il faut garder à l'esprit qu'il ne sera pas un membre qui pourra voter lors de la prochaine réunion de politique monétaire, ok. Alors par contre, il faut savoir, comme on est donc c'est la nouvelle année, on est en 2024, les membres vont tourner. Donc le président de la Fed de New York, lui, reste tout le temps à temps plein. Par contre, donc Chicago, Philadelphie, Minneapolis, Dallas, ils vont tourner, ils vont être remplacés donc en 2024 par ici, New York, Cleveland, Richmond, Atlanta, enfin New York toujours, ça je l'ai dit, donc Cleveland, Richmond, Atlanta, San Francisco. Et ça prend effet, je ne sais plus exactement à quelle date en janvier, mais donc c'est bientôt. Ok? Bref, maintenant que vous savez tout ça, c'est quoi le lien du coup avec les marchés, l'action des prix et ces trucs comme ça. Comme je l'ai dit, et je vais reprendre leur super PDF si je l'ai. Je l'ai perdu.
Donc comme je l'ai dit, un petit instant, voilà. Donc on a la Fed, on a le Conseil des gouverneurs, on a les banques centrales, les reserve banks, je vais les appeler comme ça, et on a le FOMC. Ce sur quoi on veut se concentrer, c'est vraiment le FOMC, d'accord? Donc dedans, il y a Powell, le président de la Fed, il y a le président de la Fed de New York aussi, donc Williams, et alors il y a tous les autres. On va s'intéresser aux commentaires de ces décideurs politiques pour voir du coup quelle est leur orientation de politique monétaire. Pour vous donner un peu le contexte actuel, les anticipations de baisse de taux de la Fed sont actuellement aux alentours de 70%, je crois, 69%. Donc les investisseurs anticipent à 69% de chance la possibilité d'une baisse des taux de la Fed en mars, d'accord? Ce qui est intéressant aussi, et ce qui est curieux aussi, c'est que les investisseurs, après les données qu'on a eues la semaine passée, donc on avait eu les données sur l'inflation qui, vous le savez peut-être, est sortie plus solide, plus forte que prévu, plus élevée que prévu, ce qui du coup aurait normalement dû repousser les anticipations de baisse de taux à plus tard dans l'année, parce que les investisseurs auraient dû se dire « Ah attends, l'inflation en fait est plus élevée que prévu, peut-être que ça mettra plus de temps à la Fed pour ramener l'inflation vers sa cible de 2%. Elle devrait maintenir ses taux plus élevés plus longtemps. » Ça c'est la logique qu'on aurait pu normalement observer. Mais c'est pas ce qu'on a eu les investisseurs après la publication, et encore plus après l'indice des prix à la production qui est sorti vendredi et qui du coup a été plus faible que prévu pour lui. Donc les investisseurs après ces publications-là sur l'inflation ont renforcé leur pari pour une baisse des taux en mars. Donc c'est un peu contre la logique. Alors, le fait que enfin voilà, en économie on a tendance à dire que les marchés ont toujours raison, le marché est toujours correct, etc. Mais il y a quand même une grosse différence entre ce que la Fed préconise. Donc le discours de la Fed, c'est quoi? Comme ça je le dis. Pour la Fed, mars, c'est trop tôt pour les baisses des taux. La Fed n'envisage pas de baisser ses taux en mars. Du moins, c'est ce qu'elle tient dans ses discours publics. Mais les investisseurs disent non, 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 la Fed se trompe. Ils vont baisser les taux en mars. Et donc, vous voyez qu'il y a une divergence entre les deux. Et c'est ce qui explique pour l'instant pourquoi les rendements américains ont baissé autant. Donc vous comprenez peut-être à partir de maintenant que ça serait intéressant de voir dans quelle mesure les responsables de la politique monétaire aux États-Unis repoussent ou non ces anticipations de baisse de taux. Est-ce qu'ils vont continuer à dire dans les médias non, mars c'est trop tôt, mars c'est trop tôt, il faut garder les taux en territoire restrictif plus longtemps, il n'y aura pas de baisse de taux avant le deuxième trimestre de l'année, etc. Ou est-ce qu'ils commencent à se dire ah ben les récentes données qu'on a eues sur l'inflation, sur les prix à la production, sont encourageantes. Même s'il y a eu une résurgence de l'inflation, le processus désinflationniste est bien entamé et devrait continuer. Blablabla. Donc ça va être intéressant d'analyser leur discours pour comprendre s'ils s'alignent ou pas aux anticipations du marché. Et alors, pour en venir du coup au price action pur, donc au marché même, ben, il y a deux réactions possibles. Alors là, je suis sur l'euro-dollar, mais vous pouvez analyser n'importe quelle paire liée au dollar. Du coup, l'euro-dollar, ben, si le dollar est fort, l'euro baisse. Si le dollar est faible, l'euro monte. Je prends juste une ligne jaune. Donc pour le dire très simplement, je ne vais pas commencer à analyser techniquement et tout, juste je vais vous donner la direction en fait du prix. Si maintenant les responsables de politique monétaire continuent à repousser les anticipations des investisseurs en disant non, les gars, mars c'est trop tôt, ok, pensez plutôt à des baisses de taux pour mai ou encore plus tard, à ce moment-là, du coup, ce serait bon pour le dollar. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il maintiendrait, donc ça veut dire que la FOMC maintiendrait une politique restrictive plus longtemps. Donc ce serait bullish pour le dollar, parce que ce serait une politique interprétée comme hawkish. Si vous ne comprenez pas ces mots, je vous invite à aller les taper sur Google, genre bullish, c'est B-U-L-L-I-S-H, et hawkish, c'est H-A-W-K-I-S-H, pour bien comprendre ce dont je parle. Et donc ça ferait baisser l'euro. Okay, si maintenant les investisseurs se disent non, la Fed a tort, ils vont baisser les taux d'intérêt en mars et qu'on revoit une dépréciation des rendements qui pousse les anticipations à peut-être avoisiner les 80% ou plus, c'est ce qu'on avait eu en fin de semaine dernière. En fin de semaine dernière, les paris étaient à 80%. Alors à ce moment-là, du coup, ça pèserait sur le dollar et ça pousserait l'euro à la hausse. Okay, c'est vraiment très simple. Donc, je répète, si les responsables repoussent les anticipations, on aura une baisse de l'euro. Si les responsables soutiennent de près ou de loin les anticipations du marché, on aura une hausse de l'euro, ou en tout cas une range, au minimum. Ok, voilà. Alors, dernier petit point avant de
d'arrêter la vidéo. Pour cet après-midi, donc j'ai dit qu'on avait Waller qui s'exprimait. Ce qui est intéressant aussi à savoir et important à savoir, c'est est-ce que Waller, donc je crois que son nom c'est Christopher, ouais. Donc est-ce que Christopher Waller a tendance à être hawkish ou dovish? Autrement dit, est-ce qu'il a tendance à être un faucon ou une colombe en français? Ou autrement dit, encore une fois, est-ce qu'il a tendance à être pour une politique plutôt restrictive ou est-ce qu'il a tendance à être pour une politique monétaire plutôt accommodante? Et par rapport à ça, ça nous permet de voir à quel point il dévie ou non de sa tendance habituelle. Waller, je vous le dis, a tendance à être plutôt hawkish, à soutenir une politique plutôt restrictive, c'est-à-dire le maintien des taux d'intérêt en territoire élevé, restrictif pendant longtemps. Si maintenant Waller se met à tenir un discours dovish, donc un discours accommodant, ce serait un changement radical de ton par rapport à ce dont les marchés sont habitués, c'est-à-dire à Waller qui est restrictif. Pour savoir ça, parce que du coup, oui, ok, d'accord, c'est bien, mais comment savoir quelle est la tendance de chacun des responsables de politique monétaire? Vous tapez, je crois que j'avais tapé FOMC Members, Hawkish, Dovish, ou Hawks, ou non, j'avais tapé FOMC, vous tapez FOMC, Hawks, Doves. Voilà. Et alors, il y a ici, de Intouch Capital Markets, j'avais trouvé ce site, Central Banks, Hawks and Doves Cheat Sheet. Et alors, vous avez cette super feuille, ok, je vais cliquer dessus, qui est plutôt correcte. J'ai revérifié après avec d'autres sources pour être sûr que du coup les discours étaient vraiment plus ou moins dovish ou hawkish. Et donc, vous avez par membre, et alors en gras, vous avez les membres du... Attendez, que je vérifie, New York, San Francisco, Richmond, Cleveland. Est-ce que c'est les membres actuels? Un petit instant. Minneapolis, Philadelphie. Non, ils ont déjà mis les suivants. Peut-être qu'ils sont déjà d'application. En tout cas, ce sera les prochains votants. Il faudrait que je vérifie ça. Mais bref. En gras, vous avez les membres du FOMC et l'ensemble, c'est les membres du FOMC plus les autres présidents des banques, des réserves fédérales. Ok? Donc ici, vous avez une échelle de hawk, de restriction. Donc est-ce qu'ils ont tendance à soutenir, par exemple, Kashkari est considéré comme celui qui est le plus hawkish de tous les membres du FOMC. Goolsbee est considéré comme plutôt dovish. Et vous voyez que Waller, par rapport à ça, se situe quand même dans l'échelle des plutôt hawkish. Donc à ce moment-là, comme je l'ai dit, si maintenant Waller adopte un discours dovish, ok, il adopte un discours accommodant, ce serait un changement par rapport à sa tendance général qui est d'avoir un discours plutôt restrictif. Ok. Voilà, c'est tout. C'était une courte vidéo pour aujourd'hui parce que j'ai pas grand chose de plus à dire. J'ai pas envie de commencer à m'étaler sur d'autres choses. Comme ça, on garde un sujet par vidéo. Ici, c'était les membres du FOMC. Donc, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et puis on se retrouve demain pour une autre vidéo. Voilà.